Bonjour à tous et bienvenue sur IQ Invest pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des dividendes aristocrates. Vous connaissez probablement ces entreprises qui versent un dividende depuis plus de 25 ans, mais il y a beaucoup d'entreprises vieillissantes dans les dividendes aristocrates et aujourd'hui on va essayer de faire le top 5 de ce qui sont selon moi les meilleurs dividendes aristocrates, notamment pour constituer un portefeuille qui pourrait potentiellement verser une rente intéressante à long terme et effectivement on va voir s'il est possible de partir à la retraite ou non avec ce portefeuille. Cette vidéo va être découpée en plusieurs étapes. Premièrement, nous verrons pour quel profil est-ce que les dividendes aristocrates sont intéressants, quelle est la performance qu'on peut attendre du portefeuille, quels sont les rendements que l'on peut attendre du portefeuille, est-ce qu'on peut partir à la retraite avec ce portefeuille, les 5 entreprises qui constituent le portefeuille et enfin nous ferons une conclusion. Comme d'habitude, je vous rappelle que cette vidéo est fournie à des fins informatives et éducatives uniquement. Ce n'est en aucun cas un conseil en investissement. Vous êtes tous entièrement responsables de vos investissements et investir comporte des risques de perte en capital. Ceci étant dit, donc pour quel profil, donc un dividende aristocrate, déjà premièrement, c'est une entreprise qui a versé un dividende constant depuis plus de 25 ans. On retrouve les dividendes Kings également depuis plus de 50 ans. Donc c'est particulièrement le cas aux États-Unis où la politique de dividende est souvent bien plus importante que pour les actions européennes. Ça va être très rare de trouver des entreprises en Europe qui versent leurs dividendes de manière ininterrompue depuis plus de 25 ans ou en tout cas qui ne l'ont pas réduit ou coupé à un certain moment. Et ces actions sont donc en théorie un gage de stabilité des dividendes, ce qui les rend donc idéales pour constituer une rente à long terme, puisque si vous êtes à la retraite et que vous avez besoin de dividendes pour vivre, la dernière chose que vous voulez, c'est que vos entreprises coupent leurs dividendes. Et en principe, plus le dividende d'une entreprise est stable et régulier, plus il est probable qu'il le reste à l'avenir. Et donc la sélection présentée aujourd'hui n'est pas exhaustive. Je précise que je risque potentiellement de passer à côté ou d'oublier certaines entreprises que vous pourriez considérer comme intéressantes, mais la sélection repose uniquement sur des critères quantitatifs, sur des données chiffrées. On va se baser sur la note IQ Invest, on va se baser sur la note quantitative, mais on va également se baser sur le dividende et sur les rendements pour les actionnaires. Donc, quelle est la performance historique? Puisque historiquement, les dividendes aristocrates surperforment le S&P 500. On voit ici un graphique depuis 1989 et historiquement, c'est vrai que les dividendes aristocrates font mieux en règle générale. Donc, on peut se dire que ça pourrait être intéressant. Il y a d'ailleurs même un ETF S&P 500 dividendes aristocrates qui existe, qui est commercialisé par S&P Global, mais je ne sais pas, en tout cas c'est sûr qu'il n'est pas disponible sur PEA et je ne sais pas dans quelle mesure il est disponible sur le compte titre en Europe. Mais cependant, dans les faits, il s'agit souvent d'entreprises vieillissantes dans les dividendes aristocrates qui offrent peu de croissance et qui sont fréquemment valorisées à des multiples très élevés. Forcément, ce sont des entreprises très populaires, notamment aux États-Unis. Donc comme pour tout, il est donc préférable de privilégier des entreprises de meilleure qualité dans ce segment au sein des dividendes aristocrates, puisque comme pour tout, il y a à boire et à manger. Et j'ai ainsi fait le choix donc de sélectionner des entreprises présentant un potentiel de croissance intéressant au détriment d'un rendement, donc un yield plus élevé. Effectivement, je pense qu'il vaut mieux sélectionner des entreprises avec 2% de yield en dividende par exemple, mais avec un potentiel de croissance intéressant que à l'inverse une entreprise qui verse du 4, 5, 6% mais qui a des perspectives de croissance réduites à long terme. Et donc concrètement, quels sont les rendements de ce portefeuille avec 5 dividendes aristocrates? Donc j'ai fait une simulation ici sur Portfolio Visualizer pour 10 000 $ investis dans 2 portefeuilles, le premier étant mon top 5, donc les fameux 5 dividendes aristocrates, et le deuxième étant un portefeuille comprenant uniquement un ETF S&P 500, le IVV d'iShares. Donc le portefeuille 1 comprenant les dividendes aristocrates a un taux de croissance moyen annuel de 13,49% par an, a un rendement initial, donc un yield de 2,24%. Donc ici, la simulation va de 2016 à 2025. Donc en 2016, le rendement initial du portefeuille est de 2,24. On arrive à un rendement sur coût final de 6,55%. Donc ça va être le rendement en 2025, en tout cas en 2024, que le portefeuille va générer sur ces 10 000 $ investis. Et soit un dividende annuel de 655 $ en 2024 avec une augmentation moyenne du dividende de 13,33% par an, donc une très belle croissance du dividende au fur et à mesure du temps. Le portefeuille 2, donc là c'est le S&P 500 constitué des 500 plus grosses entreprises américaines, on a un taux de croissance annuel composé légèrement supérieur de 14,35%, mais on voit sur le graphique de droite que le portefeuille 1 constitué des 5 dividendes aristocrates était au-dessus du S&P 500 durant la majorité de la
période. Et on a un rendement initial de 2,22, donc légèrement supérieur, et surtout on a un rendement sur coût final carrément inférieur au portefeuille 1, puisqu'on a 4,34%, soit un dividende annuel de 434 $ en 2024, avec une augmentation moyenne beaucoup plus faible de 8,96% par an. Donc déjà, premier point, on voit que le portefeuille 1 suit le S&P 500 et même surperforme dans la plupart des années, tout en offrant une meilleure croissance des dividendes et donc un meilleur rendement des dividendes au bout de 8 ans d'investissement, donc potentiellement un choix intéressant pour un investisseur qui veut constituer une rente. Est-ce que donc on peut partir à la retraite avec ce portefeuille? Puisque en adoptant une hypothèse un peu plus conservatrice à long terme et en supposant une croissance moyenne du dividende de 10% par an pour 10 000 $ investis, on aurait donc 528 $ par an au bout de 10 ans, 1369 $ par an au bout de 20 ans et 3553 $ par an au bout de 30 ans. Alors 30 ans ça fait long, je vous l'accorde, 20 ans c'est assez raisonnable puisque si vous commencez à 20 ans, ça veut dire que vous pouvez compter sur ça à vos 40 ans, idem 30 ans, 50 ans et 40 ans, 60 ans. Donc on a des horizons d'investissement avec 20 ans d'investissement qui sont plus courts et plus raisonnables. Et donc concrètement, il faudrait investir 175 310 $ pour percevoir 24 000 $ par an de dividendes au bout de 20 ans, soit 2 000 $ bruts par mois. Donc vous voyez que pour avoir 2 000 $, alors c'est à peu près l'équivalent en euros évidemment, mais pour avoir à peu près donc 2 000 € bruts par mois de dividendes, il faudrait investir donc 175 000 €. Donc potentiellement une somme qui est à la portée de tout le monde sur un horizon de 20 ans. Et il faudrait seulement investir 67 548 € ou dollars pour percevoir donc ces fameux 2 000 $ bruts par mois de dividendes au bout de 30 ans. Donc forcément, plus on allonge la période d'investissement et moins la somme initiale doit être conséquente pour pouvoir percevoir cette rente. Mais attention, puisqu'il y a quand même un piège, c'est l'inflation qui n'est pas prise en compte ici, puisque forcément aujourd'hui 2 000 $ bruts par mois, ça peut paraître une somme suffisante pour vivre, mais peut-être que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, ça ne sera plus du tout le cas, donc il y a également ce facteur-là à prendre en compte. On a donc ici une sélection de 5 actions qui peuvent offrir des perspectives de rente et de croissance intéressantes à long terme. Donc concrètement, comment trouver ces entreprises? Alors personnellement, j'utilise ici le screener de l'application IQ Invest. Vous aurez bien évidemment le lien en description. Donc on va rajouter un premier filtre ici, augmentation du dividende, et on va le mettre supérieur ou égal à 25 ans. Donc là déjà, on va voir tous les dividendes aristocrates du monde entier, donc il y en a 146 comme vous pouvez le voir, et on va les classer par note quantitative. On va de suite ici, voilà, mettre les entreprises les mieux notées en premier. Et ici, pour l'exercice, j'ai rajouté également un deuxième filtre. On va rajouter le pourcentage de yield du dividende qui va être supérieur ou égal à 1,5. Ça va nous permettre d'avoir des entreprises à la fois dividendes aristocrates, mais également des entreprises qui ont un rendement qui reste intéressant, puisque forcément, on vise plutôt des entreprises avec 1,5-2% de rendement plutôt que des entreprises avec 0,5 qui vont verser très très peu de dividendes. Et donc, la première entreprise de la sélection ici que je vous propose, c'est Fastenal. Donc Fastenal, c'est une entreprise américaine qui évolue dans le secteur industriel et elle commercialise notamment des fournitures industrielles, donc en segment B2B, donc pour les entreprises, et elle vend une large gamme de produits, donc tout ce qui va être fixation, outils, équipements de sécurité, etc., destinés aux industries manufacturières. Donc une entreprise industrielle, et surtout, donc si on regarde son cours de bourse, on voit qu'elle surperforme le S&P 500 sur les 5 dernières années, et sur les 10 dernières années également, donc là on a une performance dividende réinvestie, elle surperforme également le S&P 500, puisqu'elle nous offre un rendement de 17,22% par an, avec une meilleure linéarité que le S&P 500, versus donc 10,8% pour le S&P 500. On voit qu'on a une note quantitative plutôt bonne de 15 sur 20, on va pas s'attarder ici sur tous les ratios. Si on passe dans l'onglet quantitatif, on va rapidement se mettre ici sur 20 ans, on voit qu'on a une très très bonne croissance du chiffre d'affaires avec quasiment aucune année de baisse, à part en 2009, mais forcément c'était la crise financière de 2008. On a des marges qui sont plutôt stable. Ici, on va enlever le capex et le payout ratio. Vous pouvez voir que la marge opérationnelle a tendance à rester stable. La marge brute a légèrement diminué dans le temps, elle a perdu 5 points. Mais par contre, vous voyez que la marge free cash flow augmente. Donc on a des marges qui sont intéressantes. On a des retours sur capitaux qui ont l'air également d'être plutôt en augmentation dans le temps et des actions en circulation qui sont en diminution. Et surtout, nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est l'onglet rendement. L'onglet rendement, c'est le nouvel onglet qui fait son apparition dans l'application et qui permet d'analyser les rendements pour l'actionnaire. Donc les rendements pour l'actionnaire, on va le calculer avec le shareholder yield ou les shareholder returns. Donc les shareholder returns, ça va être le dividende plus les buybacks
plus les dettes pay down. Donc le dividende, vous savez ce que c'est le dividende de l'entreprise, c'est une part des bénéfices qui est reversée aux actionnaires. Les buybacks, ce sont les rachats d'actions et le debt pay down, c'est le remboursement de la dette. Donc si vous regardez ici, on a l'évolution de ces retours. Donc si on se met ici uniquement sur le dividende, vous pouvez voir l'évolution du dividende de Fastenal. Ici, vous pouvez voir qu'on a eu des dividendes exceptionnels également sur certaines années, c'est pour ça qu'on a des pics à chaque fois sur certaines années. On peut également visualiser donc les buybacks. Donc ça va être les rachats d'actions qui sont effectués par Fastenal, rachats d'actions qui donc créent du retour pour les actionnaires également. Et on peut regarder ensuite le debt pay down. Donc le debt pay down, c'est quelque chose de très intéressant. Donc, globalement, s'il est négatif, ça veut dire que l'entreprise émet de la dette. S'il est positif, ça veut dire que l'entreprise rembourse sa dette. Donc ça, c'est vachement intéressant également puisque ça nous permet, en additionnant les trois, de calculer le shareholder return. Et on voit pour Fastenal qu'on a un shareholder return qui augmente de manière durable dans le temps. Et si on regarde un petit peu le yield, par contre, forcément, le bas blesse, on voit que le yield descend puisqu'on a aujourd'hui un shareholder return de 2,23% versus 3,10% en 2015. Mais j'ai envie de dire aujourd'hui, les marchés sont chers et c'est le cas pour toutes les entreprises. Donc forcément, plus les entreprises sont valorisées cher, plus le shareholder yield sera bas. Et vous pouvez également analyser le dividend yield, le buyback yield et le debt pay down yield à chaque fois pour les entreprises. Donc ça, c'est une métrique que personnellement j'ai intégrée et que je trouve vachement intéressante à analyser puisque ça permet de voir comment l'entreprise crée des retours pour ses actionnaires. Ensuite, deuxième entreprise que je vous propose, ça va être Lowe's Company. Donc Lowe's Company, c'est une entreprise américaine qui fait des magasins d'outillage et de bricolage. Donc ça va être un petit peu le roi Merlin aux États-Unis. Et pareil ici, donc si on regarde la performance sur 5 ans, on voit une nette surperformance par rapport au S&P 500 et sur 10 ans également, puisque sur 10 ans, on a 14,82% de CAGR versus 10,8% pour le S&P 500, le tout avec la même linéarité. Donc là, on a une note quantitative de 14,5 sur 20. Si on va sur l'onglet quantitatif, on va se mettre ici pareil sur 20 ans. Vous pouvez voir qu'on a une belle croissance des revenus malgré une petite baisse en 2023-2024. Ça, c'était l'effet Covid. On a des marges également qui sont stables dans le temps. On a des retours sur capitaux qui ont plutôt tendance à augmenter également. Des actions en circulation qui diminuent. Et là, pour le coup, c'est vachement impressionnant, hein. Le nombre d'actions en circulation a été plus que divisé par 2 en l'espace de 20 ans. Et si on regarde donc justement sur l'onglet rendement, on voit qu'ici, on a un bien meilleur retour pour l'actionnaire avec 4,38% et on voit surtout que le taux de buyback est assez intéressant avec 2,14% pour Lowe's. Et on voit que le shareholder yield est plutôt stable puisqu'on était à 5,35% en 2015 et on est aujourd'hui à 4,38%. Donc potentiellement une entreprise qui est légèrement moins valorisée que Fastenal par exemple. Et si on regarde l'évolution des retours, pareil ici on va enlever le debt pay down et on voit que l'évolution du shareholder return est plutôt stable et croissant dans le temps et surtout on voit que les buybacks sont impressionnants, notamment en 2021-2022 avec une explosion des buybacks et surtout on a un dividende qui est magnifique avec une très très belle croissance du dividende. Parenthèse ici pour vous parler du podcast Focus Fondamental Podcast, le podcast qui se concentre sur les fondamentaux de l'investissement. Je vous encourage à aller nous donner de la force sur YouTube, allez vous abonner à la chaîne YouTube du podcast, allez également nous suivre sur les plateformes de podcast, Apple Podcast, Spotify, toutes les plateformes de podcast et vous retrouverez tout un tas d'épisodes intéressants. Récemment, nous avons sorti par exemple le Deep Dive sur Amazon et sur Alphabet, donc ce sont des analyses d'actions extrêmement poussées sur ces entreprises. Si vous regardez la vidéo, vous aurez absolument toutes les informations pour pouvoir investir dans ces entreprises sereinement, donc Focus Fondamental Podcast sur YouTube. Ensuite, je vous propose l'entreprise A.O. Smith, donc encore une entreprise dans l'industrie américaine qui, elle, est spécialisée dans la fabrication et la vente de chauffe-eau, donc des chauffe-eau électriques, à gaz, solaire, hybride, etc., à la fois pour du résidentiel et de l'usage commercial. Donc là, c'est une entreprise sur 5 ans qui sous-performe légèrement le S&P 500, mais que depuis fin 2024, sinon elle était constamment au-dessus. Et si on regarde sur 10 ans, elle est également légèrement en dessous depuis 2024, mais elle a passé la majeure partie des 10 dernières années au-dessus. Donc on a un CAGR de 9,39% avec une linéarité plutôt bonne de 0,85. On a une note quantitative de 14 sur 20, et si on passe à l'onglet quantitatif ici, on va se mettre sur une période de 20 ans comme d'habitude. On voit une plutôt belle croissance des revenus malgré une plus forte cyclicité. On voit notamment une grosse baisse après 2008
2018 et également en 2019-2020. Par contre, on a des marges qui sont en augmentation dans le temps, donc ça c'est très positif, des retours sur capitaux également qui sont en augmentation et des actions en circulation qui diminuent. Donc si on regarde justement l'onglet rendement, on a un bon shareholder yield de 4,41% avec un super taux de buyback de 3,16%. On était à 3% de rendement en 2015, on est aujourd'hui à plus de 4% de rendement. Et vous pouvez voir que les retours pour l'actionnaire sont également en croissance dans le temps. Par contre, au niveau de la dette, c'est assez erratique chez A.O. Smith avec beaucoup d'émissions de dette, notamment vous voyez ici en 2006 et en 2011. Mais si on enlève le debt paydown et le shareholder yield, vous voyez qu'on a un dividende ici qui est en constante augmentation, qui est d'ailleurs magnifique, et on a des buybacks qui sont énormes, notamment en 2021-2022 où on avait énormément de rachats d'actions. Donc pareil, une entreprise qui est très intéressante. Ensuite, je vous propose une entreprise canadienne cette fois pour changer un petit peu des entreprises américaines. Et ici, on a Canadian National Railway, qui est donc une des plus grandes compagnies de chemin de fer en Amérique du Nord, qui est notamment présente dans le transport de fret ferroviaire pour des produits industriels, donc tout ce qui va être acier, chimie, pétrole, gaz, des produits agricoles, des produits forestiers, du charbon, des minerais, etc. Donc bref, un business model qui a priori n'est pas prêt de se faire disrupter. Donc si on regarde par contre sur 5 ans, on a une sous-performance du S&P 500 et sur les 10 dernières années, on était à peu près au même niveau que le S&P 500 pendant toute la période, sauf depuis 2024 où on est passé en dessous. On a un CAGR de 7,15%, on a un rendement du dividende de 2,37 et vous pouvez voir qu'on a une note quantitative de 13 sur 20 et ça fait 29 ans que l'entreprise verse son dividende de manière ininterrompue. Et donc si on regarde dans l'onglet quantitatif, on va se mettre comme d'habitude sur 20 ans, on voit une magnifique croissance des revenus. C'est assez impressionnant d'ailleurs pour une entreprise de chemin de fer. On a des marges qui sont plutôt stables avec une marge opérationnelle qui est stable malgré une marge brute qui est en légère baisse. Une marge free cash flow pareil qui est même plutôt en augmentation sur les 20 dernières années. On a des retours sur capitaux qui sont plutôt en hausse. Vous pouvez voir que le ROE est passé de 13% à 21% et on a une magnifique diminution des actions en circulation également. Et justement, donc si on passe sur l'onglet rendement, vous pouvez voir un bon shareholder yield avec 4,15%, le tout donc 2,38% de dividendes, 2,96% de buyback, un shareholder yield qui est d'ailleurs plutôt stable dans le temps avec 3,36 en 2015 et aujourd'hui on est à 4,15, donc même en légère croissance. Et on a pareil une belle augmentation du shareholder return dans le temps. Alors on voit par contre que c'est une entreprise qui émet pas mal de dettes, notamment ici en 2023, mais par contre c'est une entreprise qui fait beaucoup de rachats d'actions. Donc déjà si on regarde le dividende, il est en constante augmentation, il est magnifique. Et pareil, les buybacks, on a des très beaux buybacks, notamment 2022-2023, avec beaucoup de rachats d'actions, donc des actions en diminution. Et en dernière entreprise, je vous propose P&G, Procter & Gamble. Donc là, c'est une entreprise qui, pareil, n'est pas prête de se faire disrupter. Je pense que c'est un business model extrêmement solide puisque Procter & Gamble, c'est un conglomérat immense de la consommation courante avec des marques comme Gillette, Oral-B, Always, Head & Shoulders, mais également Olay, Pantene, Tide, Ariel, Monsieur Propre, Pampers, Bounty, Charmin, enfin bref, on a énormément de marques qui se retrouvent dans les supermarchés qui proviennent de chez Procter & Gamble. Donc sur 5 ans, on sous-performe légèrement le S&P 500, vous voyez 9,8% de CAGR. Et sur les 10 dernières années, par contre, on est quasiment au même niveau avec une meilleure linéarité d'ailleurs puisqu'on a un CAGR de 10,66% versus 0,97 pour le S&P 500. On a une note quantitative qui est moyenne avec 11 sur 20, mais par contre, regardez ça, on a 68 années d'augmentation consécutive du dividende. C'est juste monstrueux, donc Procter & Gamble est un dividend king. Ça fait plus de 50 ans qu'elle augmente son dividende, donc pour le coup, une très belle stabilité. Si on regarde sur l'onglet quantitatif et qu'on se met sur 20 ans, on voit qu'on a un chiffre d'affaires qui ne croît pas énormément mais qui reste stable. On a des marges également qui sont plutôt stables dans le temps et on a des retours sur capitaux qui sont plutôt en augmentation. On voit qu'on a eu une grosse baisse en 2006 mais globalement depuis 2006 on est plutôt en augmentation. Vous voyez le ROCE par exemple qui est passé de 11% à 20% et pareil le ROIC qui est passé de 8% à 16%. Les actions en circulation sont en diminution et si on regarde l'onglet rendement, on voit un shareholder yield de 3,74%, 2,33 de dividendes, 1,68 de buyback. On était à 6% en mars 2015, donc on avait un shareholder yield magnifique. Mais comme je vous l'ai dit, ce type d'entreprises sont souvent valorisées cher. Malheureusement, la régularité du dividende se paye. Et donc aujourd'hui, on a un shareholder yield de 3,74%. Et si on regarde un petit peu les shareholder return, ils ne sont pas forcément en super croissance, mais ils sont stables dans le temps.
et on a pas mal d'émissions de dette, notamment vous voyez ici en 2006. Donc si on regarde le dividende, il est constant et les buybacks sont également constants. Il y a des buybacks tous les ans, donc l'entreprise rachète ses actions de manière régulière. Donc voilà, on a fait le tour sur ces 5 entreprises et je vous rappelle que ce n'est pas une liste exhaustive, il y en a probablement plein d'autres qui sont intéressantes pour constituer un portefeuille dividende de qualité, mais pour ça je vous laisserai aller chercher par vous-même puisque sinon ça prendrait beaucoup trop de temps. Et maintenant pour conclure, donc pour quelqu'un de jeune en bourse, se concentrer uniquement sur le dividende par contre est souvent une erreur. Vous savez, j'ai fait plusieurs sujets de vidéos là-dessus, mais il peut faire partie des critères et de la thèse. Mais selon moi, il doit toujours être pris en compte dans la globalité du potentiel de l'entreprise. Vous ne voulez pas acheter une entreprise uniquement pour son dividende. Vous devez également regarder sa qualité, sa croissance, ses marges, ses retours sur capitaux et surtout son avantage compétitif. Et posez-vous la question, est-ce que vous pensez que l'entreprise sera toujours là dans 20 ans? Puisque c'est bien beau d'acheter une entreprise qui verse un gros dividende aujourd'hui, mais si c'est pour que l'entreprise fasse faillite dans 5 ans, ça ne sert à rien. Vous, ce que vous voulez, c'est avoir une rente dans 20 ans. Donc regardez la qualité au risque d'acheter une entreprise mourante et de sous-performer le marché à long terme. Mixer qualité, croissance et dividende peut donc s'avérer être un combo intéressant pour sélectionner des entreprises capables de verser une rente attractive à long terme et donc partir potentiellement à la retraite avec ces dividendes. Et vous, donc, quelle est votre stratégie vis-à-vis des dividendes? Dites-moi tout en commentaire. Et voilà, merci à tous, merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu sous la vidéo. Dites-moi donc en commentaire quelle est votre approche par rapport aux dividendes. Quels sont les dividendes aristocrates que vous estimez être les plus intéressants? Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à la chaîne IQ Bitcoin si le sujet du Bitcoin vous intéresse, à la page Instagram @iq-invest.fr et également allez suivre le podcast Focus Fondamental sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcast, Spotify et également sur YouTube. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.